Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis Mélanie Poupon en charge du marketing de performance. Donc on est ravis de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle édition des 24 heures RH dédiée aux soft skills. Et on a souhaité aborder avec vous le sujet de la gestion de carrière, voir notamment comment concilier les besoins, compétences de l'entreprise avec les attentes et les souhaits d'évolution des salariés. Donc un sujet stratégique pour les entreprises qu'on aura le plaisir d'aborder ce matin avec le témoignage de RTE, donc le réseau des transports d'électricité. Donc juste avant de vous présenter nos deux intervenants, je vous précise que vos micros sont coupés pour assurer une bonne qualité d'écoute du webinaire, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos questions via le chat, donc voilà, que vous avez sur votre droite, où vous avez également un onglet questions, donc vous avez l'icône tout en bas à droite de votre écran, et puis nous y répondrons en fin de session. Alors ce matin, pour ce webinaire, je serai accompagnée de Magali Simounet, donc, qui est directrice adjointe développement carrière et talent chez RTE. Bonjour Magali. Bonjour Mélanie. Et de Dominique Duquesnoy, donc directeur général de performance et spécialiste des soft skills. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Alors avant de leur laisser la parole, je vais vous présenter rapidement Performance pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Performance, nous sommes le spécialiste des soft skills. Donc, depuis plus de 35 ans maintenant, nous accompagnons les entreprises sur leurs enjeux de recrutement, de gestion des compétences et de développement individuel et collectif au travers de nos solutions d'évaluation des soft skills, donc les savoir-être en milieu professionnel. Donc, l'expertise de performance se fonde sur la connaissance de l'individu au travail. Et cette connaissance, elle est issue des études que nous menons, que nous sponsorisons, notamment via la chaire Compétences, Employabilité et Décision RH de l'EM Normandie, dont nous sommes mécènes. Cette connaissance, elle est également issue du terrain, puisque chaque année, ce sont plus de 350 000 personnes qui bénéficient d'une évaluation de leurs soft skills grâce à nos tests ou nos prestations d'assessment. Voilà, donc on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Je vais donc laisser la parole à Dominique. Dominique, pour démarrer, est-ce que tu peux nous resituer le sujet? Quand on parle de gestion de carrière, de quoi parle-t-on et où en sommes-nous aujourd'hui en termes de politique et de pratique des entreprises? Merci Mélanie. Oui, donc c'est un sujet stratégique pour les organisations aujourd'hui et on va tenter d'en comprendre le pourquoi, c'est-à-dire le cheminement et où nous en sommes aujourd'hui. Et effectivement, on a sollicité Magali Simounet de RTE pour qu'elle puisse décrire, restituer une expérience ou en tout cas la logique dans laquelle se gèrent les carrières au sein de RTE pour être beaucoup plus concret. Alors, on parle de carrière. Alors, quand on parle de carrière, je pense qu'il est plutôt intéressant de revenir à la définition, en fait, ce qu'on entend par carrière. Donc, je vous la mets sous les yeux, c'est une définition qui a le mérite, en tout cas, d'expliciter les choses. Donc, c'est un ensemble de processus qui mettent en lien la projection dans le temps d'un individu en fonction de ses compétences professionnelles actuelles avec les besoins et le contexte de l'organisation. Alors, la carrière, si on prend appui sur cette définition, pose la question de la projection et surtout du temps long. Et qu'est-ce qui est en train de se produire aujourd'hui? C'est un cycle de renouvellement métier qui s'accélère, c'est l'obsolescence des compétences qui pose la question en fait de la projection, comment on peut se projeter. Et lorsqu'on un individu en situation de travail tente de se projeter, il va se poser toujours un certain nombre de questions par rapport au contexte, bien entendu, et il va évaluer, il va réaliser en fait une évaluation primaire des risques, c'est-à-dire suis-je menacé par la disparition de mon métier, suis-je menacé par l'émergence des nouvelles technologies, la digitalisation des pratiques dans mes activités, suis-je menacé par l'obsolescence des compétences? Donc toute une série de questions qu'il va considérer soit comme une menace, soit comme une opportunité. Alors, cette évaluation à l'échelle de l'individu, on peut aussi la poser à l'échelle de l'organisation, c'est-à-dire l'organisation se pose cette question aussi. Suis-je armé pour me confronter au monde de demain? Suis-je armé? Ai-je les compétences utiles pour me confronter à la complexité des marchés, à ma stratégie business? Donc, c'est des questions qui se posent et qui
pose cette évaluation des risques. Donc, c'est toujours très difficile, en fait, de faire un pronostic, surtout quand il concerne l'avenir. Et la carrière, on le voit, on est sur le temps long. Et puis, peut-être une deuxième chose qu'il faut retenir, c'est bien sûr le lien. C'est un processus qui met en lien l'individu avec l'organisation. Donc, 2 points qui me semblent majeurs. 1, la projection donc sur le temps long, et 2, la nécessité de lier finalement les aspirations individuelles, les évolutions individuelles avec le besoin de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui est en train de se produire aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a après 2 grandes périodes, une première période que je vais situer avant 1990, lorsqu'on parlait de carrière, on est dans l'organisation, on était sur des règles internes, c'est-à-dire c'était l'entreprise qui fixait les règles du jeu en ce qui concerne l'évolution des collaborateurs ou des collaboratrices, souvent basé sur un contrat implicite qui était finalement sécurité de l'emploi contre loyauté. Et on n'était pas là sur des règles liées aux compétences, on n'était pas sur un marché de compétences, on était beaucoup plus sur des évolutions hiérarchiques basées sur le fait que la personne avait obtenu des résultats et avait été performant, sur le fait qu'il avait bien appréhendé les codes de l'entreprise et les normes de fonctionnement, et surtout ce principe de loyauté. Mais on n'était pas forcément en caricaturant un peu, mais c'est quand même cela, sur l'idée d'un marché de compétences. Et puis après 1990, enfin je situe 1990, enfin, la fin du XXe siècle, les entreprises n'ont pas pu poursuivre cette promesse en fait de sécurité de l'emploi, différentes crises l'ont expliqué, et donc finalement on a changé finalement ce contrat vers un contrat plutôt implicite, d'engagement contre employabilité. Alors il y a eu des conséquences à cela, c'est-à-dire que finalement on a considéré le marché interne sur les règles du marché externe du recrutement. Alors ça a des conséquences fortes, puisqu'on a, avec cette notion d'employabilité, le collaborateur, évidemment, s'est posé la question et a rapidement compris que c'était à lui de gérer sa propre carrière. Et l'entreprise a mis en place finalement des dispositifs, des démarches en interne basées sur des règles du jeu du marché externe. Alors, des éléments clés par rapport à ça, c'est que l'entreprise s'est équipée notamment de job boards internes pour présenter des opportunités, et les ont présentées aux collaborateurs comme s'ils étaient des candidats externes, sur la base des mêmes règles du jeu et voire même des mêmes principes de sélection. Où le collaborateur s'est posé la question, mais est-ce qu'on me connaît finalement? Est-ce qu'ils ont une connaissance de mes performances dans l'entreprise, de mes aspirations? Finalement, on me traite comme si j'étais un candidat externe, avec les mêmes principes, encore une fois, de sélection. On a laissé le collaborateur gérer sa carrière en le dissociant finalement des besoins de l'entreprise, donc beaucoup plus en fonction de leur projet. Alors, ça pose notamment des questions, puisqu'on a vu à travers le confinement une accélération, notamment avec cette notion de bullshit job. C'est-à-dire beaucoup finalement de collaborateurs, collaboratrices se sont posé la question, est-ce que mon métier est utile? Est-ce qu'il a un impact positif dans la société? Qu'est-ce que je suis en train de faire finalement? Et on a raisonné en fonction du projet professionnel. Je rappelle que pendant cette crise sanitaire, un grand nombre de collaborateurs ou de collaboratrices se sont posé la question de leur futur professionnel, de leur projet, et aujourd'hui, prendre un temps de réflexion sur son propre projet, se mettre en marge de l'entreprise pour mener cette réflexion, un bilan de carrière, un bilan de compétences, en tout cas remettre en cause finalement ce qu'on faisait, il y a derrière ça la question de sens, et juger aujourd'hui plutôt intelligent, alors qu'il y a une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, faire un pas de côté de l'entreprise, de l'organisation, c'était jugé pratiquement comme une faute morale. Donc il y a une évolution forte où on a voulu responsabiliser les collaborateurs par rapport à leur propre projet, leur propre futur, leur employabilité, et en le dissociant
en fait, au final, des besoins de l'organisation. Et puis, les règles du marché externe, c'est finalement de préciser ou de définir, de clarifier finalement qui choisit. Et les règles du marché externe, eh bien, on est sur une approche où le manager qui va accueillir le nouveau collaborateur va finalement choisir en fait, et je rappelle que le manager est beaucoup plus sur un temps court. Ce qu'il cherche, c'est tenir ses objectifs. Il est dans l'immédiateté et dans une approche opérationnelle en fait du métier. Donc, ce qu'il veut, c'est quelqu'un de compétent tout de suite, rapidement, qui va lui permettre de maintenir ou d'augmenter les capacités productives de son équipe. Donc, on va probablement être dans une approche court terme dans la gestion de la carrière plutôt que dans le temps long, comme on a pu le rappeler, pour la gestion des processus de carrière. Alors, ces éléments ont des conséquences fortes qu'on peut resituer ici à travers 4 points. C'est la prévalence des règles du marché externe, c'est-à-dire que le collaborateur peut se poser légitimement la question que finalement, il est traité comme un candidat qui est pas connu, qui est issu du marché externe, sur la règle des compétences, et il va peut-être se poser des questions sur le fait qu'il est probablement menacé dans son entreprise par la digitalisation, qu'il n'a pas les compétences nécessaires, qu'il finalement va suivre un processus de sélection, qu'il ne va pas être reconnu par rapport à ce qu'il pourrait faire, mais par rapport à ce qu'il a fait ou dans le passé. Ça, c'est un premier élément aussi de regard, hein, bien sûr, du collaborateur par rapport aux règles du jeu. Et ces règles du jeu du marché externe sont importantes pour se projeter. L'augmentation aussi de la mobilité dite d'accélération, c'est-à-dire que finalement, en instaurant des règles du marché externe, en équipant même à travers des job boards pour accéder à des offres d'emploi dans sa propre organisation, eh bien, on a donné les moyens, ou on a éduqué, on a guidé finalement le collaborateur dans plutôt la bonne maîtrise de ces outils, de ces solutions, ce qui provoque le fait qu'il regarde finalement le marché de l'emploi de son organisation comme celui de l'externe, et qu'il va probablement se positionner aussi, ou en tout cas il va voir que finalement c'est la même façon de faire, il va se positionner, puisqu'il a accès à cette information avec les job boards externes, il va se positionner et tenter d'accélérer sa carrière pour des raisons souvent financières, parce qu'il peut juger aussi qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur dans l'entreprise, il va se projeter vers l'extérieur. Des décisions court-termistes, je l'ai dit, ça me paraît important de repréciser ça. Le temps de la gestion de carrière est un temps long, alors qu'on est probablement aujourd'hui sur des approches très court-termistes en concernant la carrière. Est-ce que la personne a la compétence pour, et avec un objectif que la personne soit rapidement opérationnel. Donc plutôt orienté vers les besoins des managers et de l'activité en cours. Et puis le développement de la mobilité externe dite de diversification, c'est-à-dire que, eh bien, à partir du moment où les règles sont similaires dans mon organisation sur le marché interne que sur le marché externe, eh bien, je vais regarder si je peux accélérer et diversifier ma carrière, non pas par rapport à un métier, mais par rapport à des rôles, des contributions, et je vais m'orienter vers l'extérieur en allant probablement chercher des métiers, ou plutôt des rôles et des contributions que je connais bien, qui me sont familiers, et donc l'émergence notamment de la carrière de manager. Donc, des conséquences de ces pratiques actuelles posent question, puisque finalement, ce sont des facteurs limitant la gestion de carrière, une vraie stratégie dans la gestion de carrière. Alors, à partir de là, le mieux, c'est peut-être aujourd'hui de se poser en fait les questions
qui sont fondamentales. C'est-à-dire à partir du moment où l'entreprise a été dépossédée ou c'est personnellement dépossédée des règles du jeu, qu'elle copie, qu'elle duplique du marché externe, eh bien il y a probablement des conséquences négatives, notamment l'effet TINA, c'est-à-dire il n'y a qu'une façon de faire et c'est la seule possible. L'isomorphisme, c'est-à-dire que toutes les entreprises font la même chose puisqu'elles sont calées sur les mêmes règles. On est dépossédé de ses propres règles, de sa capacité à gérer la carrière en interne et probablement une forme d'indifférenciation qui nous démarque sur un marché concurrentiel et qui nous démarque de notre stratégie business. Donc, ces pratiques, en fait, font que finalement, on a les mêmes règles partout. Celles qui s'imposent, ce sont les règles du marché externe. Et de fait, tout le monde fait la même chose. Alors, il est intéressant, à partir de là, de voir peut-être comment on peut faire, comment on s'approprie une politique et une stratégie de gestion de carrière. Et il nous semblait intéressant d'avoir le témoignage de Magali Simounet aujourd'hui sur RTE. Donc Magali. Merci Dominique. Bonjour à tous. Alors je vais d'abord peut-être présenter l'entreprise très rapidement. Donc RTE, qui sommes-nous? Alors nous sommes un acteur clé du système électrique. Alors ça veut dire quoi ça? C'est que vous le voyez représenté sur cette diapositive. RTE, c'est le gestionnaire de réseau de transport d'électricité qui est représenté en couleur bleue. Au milieu, il est donc positionné au cœur du système électrique entre les moyens de production d'électricité, le réseau de distribution qui est représenté en violet, et puis les consommateurs qui sont eux-mêmes raccordés soit au réseau de distribution, soit à nous, enfin au réseau de transport d'électricité, donc en fonction du niveau de tension. Et pour veiller au bon fonctionnement du marché de l'électricité, il y a le régulateur, l'ACRE, qui est le régulateur du secteur de l'énergie. Alors, on est une entreprise aux multiples expertises. Une première expertise qui concerne la gestion des infrastructures, donc des salariés. Ils sont environ 6 000. Nous sommes un peu plus de 9 500 salariés si on compte nos alternants. Gérant la maintenance et le développement et l'ingénierie de notre réseau. Donc, c'est un rôle d'opérateur du réseau. Une deuxième expertise, c'est le pilotage du système électrique à toutes les échéances de temps. Donc, c'est un rôle d'optimisateur du système électrique. Ce qu'on représente souvent quand on a un pic de froid ou parfois des pics de chaleur, d'ailleurs, ça devient de plus en plus fréquent. Ce sont nos dispatching. On retrouve là le métier un peu emblématique de RTE, d'aiguilleur de l'électricité dans les salles de dispatching du réseau. La troisième expertise, c'est une expertise finalement tournée sur un rôle d'éclaireur, donc où on éclaire au travers de nos expertises et des données dont on dispose, les décisions des pouvoirs publics et voire même des citoyens. Et puis une dernière expertise, c'est la recherche et l'innovation pour relier l'électrique au numérique. On a un énorme enjeu là-dessus pour numériser notre réseau au travers notamment de systèmes de monitoring, d'automates que nous développons pour accroître notre réactivité et mieux piloter plus efficacement le système électrique. Alors, on a un certain nombre d'enjeux, en tout cas le contexte est en très très forte évolution au niveau de l'énergie. Je pense que vous le savez, c'est assez souvent dans les médias. Donc déjà un contexte de décarbonation, donc avec un cadre réglementaire qui accélère les évolutions, notamment pour sortir des énergies fossiles, et puis nos clients aussi qui s'engagent dans la décarbonation de leur activité. Notre réseau, qui est vieillissant, qui est âgé en moyenne de 50 ans et qui demande une accélération du rythme de renouvellement.
Les technologies du numérique aussi, qu'on doit intégrer, j'en ai parlé avec la numérisation du réseau, mais qui sont aussi des sources de vulnérabilité avec le risque cyber, qui nous oblige à renforcer la surveillance de nos réseaux 24 heures sur 24. Et puis les attentes et les besoins de la société. Avec un rapport, on va dire, alors plutôt à la production du coup, au nucléaire ou à l'éolien qui est quand même assez fluctuant, et puis un niveau d'acceptabilité de nos ouvrages qui est assez faible de la part des acteurs du territoire. Donc on a une mutation industrielle et humaine à conduire. Au regard de ces enjeux, et du coup, on a construit, ça fait déjà 6 ans qu'on a lancé ce projet, donc un projet d'entreprise qui est vraiment le véhicule de transformation de RTE et qui regroupe l'ensemble des transformations que nous avons à mener, que ce soit organisationnelles, les transformations de nos métiers et l'évolution de nos modes de fonctionnement. Et dans cette transformation, il y a vraiment un point focal, c'est l'accompagnement des salariés. Et je vais en parler tout juste après. Voilà pour la présentation un peu du contexte et de l'entreprise. Quelques chiffres clés quand même pour situer RTE très rapidement. Donc, c'est 9500 salariés, 75% de notre effectif qui travaille plutôt dans des activités dites industrielles, donc ingénierie, maintenance, exploitation, et 25% qui travaillent plutôt sur des fonctions support, fonctions transverses. On enregistre à RTE environ 10 mobilités internes par an. En 2022, on va recruter 450 personnes et puis on a environ 50 démissions par an. Donc, on a un turnover qui est très, très faible à RTE. Ça, c'est également notre infrastructure, donc environ 100 000 km de lignes, 2800 postes électriques et nous sommes interconnectés par 51 lignes avec nos voisins européens. Alors, sur les parcours professionnels et pour venir illustrer ce qu'expliquait Dominique, en fait, à RTE, la majeure partie des salariés, il faut le poser d'entrée de jeu, fait toute sa carrière, la majeure partie fait toute sa carrière dans l'entreprise. Et du coup, ça pose quand même deux enjeux majeurs. Le développement des parcours, comment on fait pour développer les parcours professionnels des salariés, comment on fait pour développer leurs compétences pour qu'ils soient en permanence au rendez-vous des enjeux avec, vous l'avez vu, des transformations majeures et inédites en fait pour l'entreprise. Donc, aujourd'hui, il y a trois volets que je vais développer ici et c'est pas exhaustif sur le développement des parcours. Ce qu'on essaye de rendre possible déjà pour permettre une certaine oxygénation dans l'entreprise, c'est les parcours multimétiers, voire même les parcours externes, donc permettre aux salariés de partir de l'entreprise pour éventuellement revenir et donc s'enrichir de nouvelles compétences. Et donc ça, c'est clairement des choses que l'on permet, mais qui sont même inscrites dans notre politique d'entreprise et qu'on favorise au travers de l'accompagnement que l'on peut réaliser en RH, mais aussi avec les équipes managériales. Et donc, par rapport à ce que disait Dominique, on s'inscrit en ça dans une vision long terme. Et ce n'est pas évident parce que les managers, ils ont effectivement des intérêts à court terme pour faire fonctionner leur activité, leur collectif et arriver à projeter les salariés sur plusieurs années. Ce n'est pas évident et du coup, nous, en RH, on est là pour impulser ça et donner vraiment une vision de long terme du parcours professionnel du salarié et donc rendre possible ces parcours. Deuxième point, on a lancé dans le cadre de ce projet d'entreprise un projet d'évolution de notre culture managériale. Et en ça, alors il ne s'agit pas juste de faire évoluer les pratiques managériales, ça c'est un sujet, c'est aussi de se dire finalement, il y a plusieurs possibilités de parcours dans l'entreprise. Le management n'est plus la voie royale, le Graal, pour progresser ou évoluer dans l'entreprise. Et donc,
on valorise également les filières de management de projet, et puis par le biais notamment de cursus de formation qu'on rénove entièrement sur la base du référentiel PMI notamment. Et puis, on valorise également notre filière d'expertise qui est très importante à RTE parce qu'on a une expertise qui est assez, on va dire, unique. Le gestionnaire de réseau de transport, on est tout seul puisqu'on est en monopole naturel dans le système. Et donc, on a créé pour cela un collège d'experts émérites, qui sont 14 aujourd'hui au sein de l'entreprise, et qui sont nos experts de haut niveau sur tous les champs d'expertise de l'entreprise, et qui participent de certaines décisions de l'entreprise. Et enfin, dernier point sur le développement des parcours professionnels, on favorise l'ascenseur social ou l'ascenseur professionnel en finançant des formations diplômantes. Alors, j'ai l'exemple d'un salarié qui va se lancer, alors qui occupe une fonction assez emblématique chez RTE, qui est lignard, donc qui fait de la maintenance du réseau et qui entretient donc les lignes électriques, donc il monte au pylône, et qui a décidé en fait de diversifier son parcours professionnel, et on va l'aider pour ça. Il va rejoindre les ressources humaines, et donc il va suivre pendant 2 ans une formation, et on va lui permettre en fait de suivre cette formation pour nous rejoindre. Sur le développement des compétences, clairement un enjeu fort aussi sur les parcours professionnels et dans la durée à RTE, et pour nous permettre de nous adapter à nos nouveaux enjeux. Bien évidemment, une professionnalisation sur des compétences techniques et des nouvelles compétences dont on va avoir besoin et dont on a déjà besoin. Et puis, je vais y revenir un peu plus en détail, tout un projet sur les compétences comportementales individuelles qui sont également un levier très très fort au sein de l'entreprise pour permettre des parcours dans la durée et d'être au rendez-vous de nos enjeux. Alors concrètement, comment ces parcours sont rendus possibles? Déjà, c'est important de le poser, c'est une politique d'entreprise. En fait, tout ce que je vais vous raconter là, en fait, on l'a écrit, on l'a déployé, et c'est surtout porté par la tête de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même aussi un point important, avec un sponsoring très très fort à la tête. Notre politique, déjà, c'est la priorité à la mobilité interne, c'est-à-dire que tous nos besoins font l'objet d'un examen avant de passer peut-être sur un recrutement externe. On examine si on a la possibilité en interne de pourvoir l'emploi. Donc ça, c'est vraiment un point assez fort de notre politique d'entreprise. Deuxième point, c'est la transparence sur le marché de l'emploi interne. Alors, on parle de job board interne, mais du coup, nous, ça s'appelle des flash emplois, mais c'est le même principe. Mais c'est d'être particulièrement attentif à ce que l'ensemble des offres soient portées à la connaissance des salariés, et que les salariés aient confiance aussi dans ce marché. Et un dernier point aussi dans notre fonctionnement, c'est que nous avons des instances de mobilité pour pourvoir en fait les emplois, et que les décisions sont prises de façon collégiale, donc par un collectif de managers, plus les RH qui sont là évidemment pour réguler et éventuellement prendre des décisions, ou en tout cas arbitrer. Et ça, c'est aussi assez fort, c'est assumer collectivement des choix que l'on peut faire, et parfois des choix risqués, de positionner des salariés qui ne disposent pas nécessairement des compétences tout de suite, mais d'assumer collectivement qu'on va positionner des salariés qu'on va avoir besoin, par exemple, de former pendant 6 mois, 1 an, avant qu'ils puissent être complètement opérationnels. Donc ça, c'est assez fort dans l'entreprise. C'est en place déjà depuis quelques années, et ça nous permet vraiment de nous projeter dans la durée, en tout cas dans des parcours dans la durée, et d'éviter la vision un peu trop court-termiste.
Alors, j'ai l'exemple d'une salariée, alors pour le coup, elle qui était dans les ressources humaines, donc avec une formation en ressources humaines, et qui a souhaité s'orienter vers un métier technique, vers un métier, ce qu'on appelle nous les chargés d'affaires exploitation, dans un service planification, et un métier qui consiste à positionner les consignations de nos ouvrages, donc faire que nos ouvrages ne soient plus en fonctionnement, pour permettre des travaux. Et ça nécessite évidemment des compétences assez pointues sur notre réseau. Et on a réussi, en fait, à faire en sorte qu'elle puisse rejoindre le métier de l'exploitation sans aucun background technique, mais avec une formation dont elle a pu bénéficier de 6 mois. Et maintenant, elle est opérationnelle dans ce service. Donc, voilà, vraiment quelque part une prise de risque qui est somme toute mesurée, mais en envisageant vraiment des parcours dans la durée, dans la durée. Alors, ce qui fonctionne aussi assez bien finalement et qui rend possible ces parcours professionnels, c'est les éléments de preuve, c'est-à-dire apporter aux salariés des éléments qui montrent que ça fonctionne, ces parcours multimétiers, avec évidemment des témoignages, des vidéos. On a toute une communication organisée au sein de l'entreprise autour de ça. Ça fait même partie aussi de notre marque employeur. On est aussi on communique aussi pas mal sur ce sujet. Et on a aussi un dispositif qui fonctionne très très bien et qui est très apprécié des salariés, c'est le dispositif des immersions, donc qui permet en fait aux salariés d'aller s'immerger dans un autre métier qu'il ne connaît pas. Aujourd'hui, j'ai regardé sur notre plateforme, on a 25 possibilités d'immersion dans l'entreprise. Donc, c'est des entités qui accueillent 3, 4, 10, 20 salariés pour leur présenter leur métier et leur faire passer une journée, voire 2 journées, et pour leur montrer et peut-être un peu démystifier leur métier. On a un accompagnement RH également qui est assez rapproché et personnalisé et j'ai envie de dire de qualité. On a 16 conseillers RH, carrière, parcours professionnel au service des 9500 salariés de l'entreprise et qui sont bien sûr, donc qui font des bilans de compétences, qui apportent du conseil en orientation et qui accompagnent les salariés dans la durée et qui sont formés à des outils d'aide à la connaissance de soi. Alors, je pense à Echo 360, notamment de performance qu'on utilise et qui permettent aux collaborateurs de construire leur projet professionnel en ayant une meilleure connaissance ou en tout cas un éclairage sur leurs soft skills et du coup d'envisager finalement, je dirais, l'exploitation de leurs soft skills dans d'autres métiers. Voilà, donc c'est vraiment avec cette intention-là qu'on utilise ces outils au niveau des conseillers RH. Et puis enfin, un dernier accompagnement que l'on situe sur les compétences comportementales individuelles, c'est pour faire vraiment le lien donc avec le sujet d'aujourd'hui, qu'on considère comme des leviers de développement et d'évolution professionnelle, avec une démarche qu'on a lancée l'année dernière dans l'entreprise sur les compétences comportementales individuelles de l'ensemble des salariés et qui permet aux salariés de dialoguer avec leur manager à l'occasion de l'entretien professionnel sur la base d'un référentiel de compétences comportementales. Il y en a 12 au sein de RTE, et de se situer et d'échanger sur quelles sont mes compétences atouts, quelles sont mes compétences comportementales à développer. Et voilà, dans une entreprise qui est quand même plutôt une entreprise technique et d'ingénieurs, ce projet a quand même a mis du temps à se mettre en place, mais s'est lancé l'année dernière. Et on a à peu près le même type de démarche qu'on mène d'ailleurs avec Performance, une démarche sur 4 ans avec les managers, donc très spécifique, qui commence par le haut de l'entreprise et qui concerne les 800 managers de l'entreprise, avec une approche sur la connaissance de leurs compétences comportementales, avec un questionnaire, un débrief avec un coach et puis un entretien quadripartite avec le N+1
pour mettre en place des plans de développement individuel. Donc ça, c'est une démarche sur 4 ans. Et ça permet évidemment aux managers de se situer et de mieux finalement appréhender la suite dans leur parcours professionnel. Et ça nous paraît être un levier très, très important dans la transformation de notre entreprise. Je passe peut-être la parole à… Alors, je réactive mon micro. Merci Magali pour cette restitution, ce témoignage. Quels enseignements pouvons-nous tirer de cela, de ce témoignage, mais aussi de ce qui est en train de se produire concernant la carrière? Peut-être la première chose, comme j'ai dit tout à l'heure, ou je souhaite rappeler, c'est que lorsqu'on applique finalement les règles du marché externe dans la gestion de carrière, cela peut compromettre en fait les éléments de fidélisation. Et l'entreprise, l'organisation a besoin de fidélisation de ses collaborateurs, des personnes qui connaissent bien les codes de l'entreprise, des personnes qui connaissent bien les normes de fonctionnement, qui ont une connaissance métier, qui peuvent produire des idées nouvelles justement pour s'adapter aux enjeux futurs. Alors, lorsqu'on applique justement les règles du marché externe, la tendance, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est finalement de faire la même chose que les autres, finalement de ne pas avoir de politique de différenciation, cette forme d'isomorphisme, et puis d'aboutir à cette conclusion, cet effet TINA, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Alors que la question fondamentale, c'est de poser la question en termes de stratégie, c'est-à-dire la question du pourquoi avons-nous besoin de fidéliser les collaborateurs, pourquoi avons-nous besoin de les projeter, avant de répondre à des éléments tactiques. Donc ça, c'est important lorsque on responsabilise les salariés sur leur projet professionnel, sur leur employabilité, il y a des chances qu'ils envisagent les choses de manière différente, penser à leur propre projet. Donc c'était cette notion de mobilité externe, de diversification, alors sans parler de la personne qui occupe un poste dans l'entreprise et qui va aller élever les chèvres dans le Larzac, il ne s'agit pas de ça, mais finalement, il projette finalement son futur professionnel par rapport à des aspirations qui lui sont individuelles. Pourquoi ? Parce qu'on l'a détaché finalement de l'organisation et parce que finalement les règles du jeu en interne ne sont pas aussi claires que ça pour lui. Lorsque on a une approche court-termiste aussi des activités à réaliser ou des recrutements, on va avoir une approche dite de compétences où on va aller sur le marché concurrentiel, notamment sur le marché externe. Et là, l'individu peut se poser la question de son lien avec l'entreprise puisqu'il est traité de la même façon qu'un candidat externe. Ça, ce sont des remontées que nous entendons très régulièrement dans les organisations. Donc, on peut se poser la question finalement, est-ce qu'on nous renvoie une vision très claire de la gestion de carrière au sein de l'organisation aux collaborateurs? Ça, c'est une vraie question. Ils n'ont pas une vision très claire, justement. Ils ont ce sentiment que finalement, c'est à eux de gérer les choses et ils le gèrent avec les règles du recrutement externe. Alors, l'idée… pardon, je me trompe de slide. L'idée, c'est de revenir aux fondamentaux et sur la stratégie. Et une stratégie, c'est toujours basé sur une stratégie business et regarder quelle est la place de la carrière dans la chaîne de valeur. Alors, on peut avoir une logique défensive de coût. On peut avoir une logique défensive de compétences à court terme pour assurer les capacités productives de l'entreprise en faisant reposer la décision sur le manager. Mais la question se pose de reprendre le contrôle finalement des choses, de la carrière, des règles du jeu en interne et de la stratégie en fait dans l'entreprise. Alors, une position offensive, c'est quoi ? En fait, la carrière, c'est un système de rémunération différé. C'est-à-dire qu'on va
envisager avec le collaborateur un futur désirable avec lui, où on va imaginer avec lui le fait qu'il occupe soit des postes, alors soit en termes de filière, soit sur des métiers totalement nouveaux, mais il faut lui apporter, en fait, il faut que le collaborateur ait le soutien, en tout cas ce sentiment d'être soutenu par l'entreprise. Et c'est comme là, Magali l'a décrit précédemment, ça c'est vraiment important d'avoir le sentiment que c'est porté par la direction, que c'est sponsorisé et qu'il y a des règles du jeu, et ces règles du jeu elles sont matérialisées par des processus qui sont parfaitement clairs et un soutien parfaitement identifié. Ça, c'est vraiment important d'être dans cette logique offensive en ce qui concerne les carrières, parce que c'est la stratégie finalement de don contre don, où on va se poser la question de quels sont les comportements vertueux qui nous permettent d'envisager le futur de manière positive. Et ça, comme je l'ai dit au départ, le futur, c'est toujours une évaluation des risques. Et ces risques, le collaborateur veut bien en prendre une partie de la responsabilité, mais il a besoin de ce soutien, le sentiment, en tout cas, d'être accompagné par l'organisation. Donc, quelles sont les positions offensives? C'est quelle est ma stratégie business? Quels sont les comportements vertueux que l'on souhaite voir mise en œuvre dans ma organisation, comment je fais découvrir, comment je soutiens cette dynamique, comment je garantis, comment je sécurise finalement le pronostic même du collaborateur pour qu'il puisse se projeter et envisager un futur dans l'organisation. Ça nous paraît important pour éviter justement cette forme d'isomorphisme et le fait que finalement les règles s'imposent à soi et qu'on ne puisse pas faire autrement. Alors, adopter une stratégie, c'est se poser les bonnes questions. En tout cas, moi, j'en vois quelques-unes. On pourrait faire cette notion de crash test, c'est-à-dire est-ce que quelle est la stratégie de votre entreprise? Est-ce que vous êtes capable de répondre à la question du pourquoi? Est-ce que vous avez identifié les métiers du futur? Quels sont les comportements vertueux que vous pouvez avoir? Si vous n'êtes pas en capacité de répondre à ces questions, c'est que probablement vous laissez l'organisation, en tout cas les règles sont drivées par le marché, les règles du marché externe, et avec des similitudes finalement avec toutes les autres organisations. Se poser des questions, c'est se poser des questions sur le futur. Alors, comme l'a dit Magali, c'est effectivement intra- ou interorganisationnel. Il y a bien des projets de personnes qui envisagent une expérience à l'extérieur de l'organisation, pourquoi pas pour y revenir, mais aussi pour créer sa propre activité. Il y a ces notions d'essaimage. Donc, il faut le penser dans cette globalité, intra- ou interorganisationnelle. Mais finalement, la carrière, c'est quoi? Il y a aujourd'hui trois grandes stratégies. La première, c'est qu'on imagine le futur pour eux. C'est-à-dire, on imagine les postes, les métiers de demain, ceux qui vont disparaître et ceux qui vont être créés. Et puis, là, on va essayer de les accompagner, en fait, vers ces métiers futurs pour qu'ils soient, pour en tout cas, proposer des trajectoires et des itinéraires. La deuxième, j'ai inversé, pardon. La deuxième, c'est imaginer le futur avec eux. On n'imagine pas le futur pour eux, on imagine avec eux, sur la base de leurs ressources, sur la base de leur savoir-faire, sur la base de leurs aspirations, sur la base aussi de leurs connaissances, bien sûr, des métiers futurs, et puis de leur volonté, de leur dynamique. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Et puis, il y a celle qui est peut-être plus en cours aujourd'hui et qui peut être totalement assumée, c'est cette notion d'employabilité, une forme de contrat implicite en disant je ne peux pas vous garantir l'emploi dans l'emploi futur. Par contre, je vous garantis que vous serez en mesure de pouvoir rebondir positivement dans une autre organisation si c'était le cas. Donc ça, c'est la notion d'employabilité où il y a un contrat partagé de montée en compétences pour faire face en fait aux enjeux futurs. Se poser vraiment ces questions, c'est nécessaire. Dans quelle logique je suis? Souvent, dans l'entreprise, on met en place des processus sans forcément pouvoir répondre à la question du pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut pour le futur? Comment on imagine les choses? Qu'est-ce qui sert notre stratégie business? Comment en fait on se projette avec les personnes? Et ça semble important de les reposer puisque le processus vient
ensuite généralement. Le processus qui a été mis en place, qui a été décrit par Magali, il sert une politique. Et c'est ça qui est important. C'est pas l'inverse, c'est le processus qui sert la politique et la stratégie. Et donc c'est le message qu'on voulait leur donner. Attention, on est dans une période, bien sûr, on a hérité des politiques passées où il y a des règles qui sont en train de s'installer, les règles du marché externe, qui peuvent générer en tout cas des dysfonctionnements et en tout cas limiter la fidélisation des collaborateurs dans une entreprise. Reprendre le contrôle pour se différencier semble important si on est vraiment dans cette politique. Voilà, merci Dominique, merci beaucoup, merci Magali pour votre témoignage et pour tous ces apports. Il est déjà 11h45, on a été un petit peu plus long que prévu. Je vous propose quand même peut-être de prendre une ou deux questions, voilà, en y répondant rapidement. Et puis, si on n'a pas le temps voilà, il y a eu pas mal de questions, on n'aura pas le temps d'y répondre, mais on reviendra vers vous par écrit ou par, voilà, on vous rappellera après le webinaire pour répondre à toutes les questions. Alors, peut-être juste prendre une question pour Magali. Je précise juste qu'effectivement, Magali, vous parliez de compétences comportementales. Dominique, vous avez parlé de savoir-être, de ressources, de comportement. Tout ça, effectivement, c'est les soft skills, c'est la même chose. Compétences comportementales, soft skills, c'est exactement la même chose. Magali, peut-être j'ai vu une question qui est intéressante d'une personne qui demandait comment vous faites justement pour identifier les compétences comportementales attendues sur les métiers. Donc, les soft skills attendus sur les métiers qui doivent être très différentes d'un métier à l'autre. Alors, elles ne sont pas très différentes d'un métier à l'autre. Finalement, notre référentiel de compétences comportementales, on l'a construit déjà avec l'ensemble des métiers de l'entreprise, avec des groupes de managers, avec un groupe miroir de salariés. Donc, on en a fait un référentiel maison. Et en fait, c'est un référentiel qui est commun justement à toute l'entreprise et qui n'est pas spécifique d'un métier à l'autre. Et c'est justement ça qui permet plus facilement la projection d'un métier à un autre. J'espère avoir répondu à la question. Oui, c'était assez clair, je pense. On va peut-être prendre juste une dernière question avant de terminer. Effectivement, une personne nous demandait comment on intègre les contraintes de l'entreprise, comment faire comprendre aux salariés dont les projets personnels ne sont pas possibles au regard de la stratégie de l'entreprise. Ouais, je peux démarrer sur cette question. Il y a, je pense, deux choses importantes. C'est que la personne a une vision claire d'elle-même. Je vais dire, c'est une métacompétence en quelque sorte, mais d'où cette idée de compétences comportementales, soft skills, ressources, une vision claire de mes compétences, de mes atouts, de mes aspirations, ce qui fait que je vais finalement me mettre en mouvement. Et un deuxième point, c'est une vision claire des règles du jeu. C'est en tout cas la représentation que je peux en avoir. Donc l'entreprise se doit, pour limiter en tout cas les facteurs limitants, de poser des règles. Lorsque mon message, c'est qu'aujourd'hui l'entreprise a tendance à ne plus poser ces règles, à laisser driver son marché par les règles du marché externe, et donc finalement ne pose pas des règles claires et ne permet donc pas aux collaborateurs, au-delà du fait que lui, il comprend que finalement, c'est comme si j'allais dans une autre entreprise, c'est les mêmes processus, etc., c'est similaire, il ne comprend pas ce qui différencie sa propre organisation d'une autre. Et donc, poser les règles, c'est pas forcément faire en sorte que le collaborateur adhère à ces règles, c'est de lui proposer en fait une vision claire pour faciliter sa compréhension. Mais compréhension ne veut pas dire adhésion. C'est-à-dire que l'individu possède toujours sa capacité de discernement, de jugement pour décider lui-même de sa trajectoire. Mais par contre, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est qu'attention, il y a une lecture des collaborateurs qui
cas des conséquences liées à notre histoire, qui ne permet plus aux collaborateurs de bien savoir quelles sont les règles de son entreprise. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est plutôt l'idée de poser des règles et une vision que de faire adhérer. Merci Dominique. Oui, je pense que c'était assez clair comme réponse. Bon, il est déjà 11h50, on va devoir terminer ce webinaire. Donc, effectivement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais voilà, on va revenir vers vous par écrit. On va les noter de notre côté, vous apporter des réponses. En tout cas, merci à tous pour votre présence ce matin. Voilà, on espère que le webinaire et que les témoignages de Magali voilà, vous a plu. Et puis, de toute façon, on revient vers vous aussi pour vous envoyer le lien du replay et puis le support de ce matin. Merci Magali, merci beaucoup pour votre témoignage et merci Dominique aussi. Merci à vous. Merci. Excellente journée. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt.